utiliser pour créer du lien. Peut-être qu'on peut démarrer, si vous le voulez bien, docteur, Madame la vice-présidente, pour quelques mots, en tout cas d'introduction. On l'a vu ce matin, ça fonctionne, ne vous inquiétez pas. On l'a vu, on est essayé de définir un cadre autour du lien, puis après sur la surinformation, et on voit que les choses bougent, notamment entre ce rapport entre le lien du patient et du médecin. Et je pense qu'on va encore certainement évoquer cela cet après-midi. Oui, le thème de cet après-midi, quand j'ai créé cette journée, je me suis dit, forcément le lien c'était quand même important d'en parler, l'importance dans nos relations et pour les patients. L'information, moi je me suis partie sur le principe que moi je suis une génération où le médecin, on lui disait ce qu'on voulait. Moi j'ai connu le début de la loi Kouchner, où là le médecin devait informer. Le patient qui s'informe sur les réseaux, on en a parlé tout à l'heure, et puis le patient partenaire aujourd'hui qui est dans le parcours de soins et qui est un acteur important comme nous. Et la deuxième partie, moi je me suis posé la question sur, oui mais d'accord, le lien, le patient, mais est-ce qu'on sait annoncer à notre patient certaines choses? Est-ce qu'on sait lui parler? Est-ce qu'on sait lui faire comprendre ce qu'on veut lui dire? Nous avions eu une merveilleuse thèse que nous avons primée dans le 92, qui m'a éveillée à l'époque sur la communication non violente, les bénéfices dans un service, les bénéfices pour le médecin. Donc ça, c'était vraiment important pour moi qu'aujourd'hui nous en parlions, parce que, encore une fois, je pense que nos étudiants, on ne leur apprend pas à communiquer, on ne leur apprend pas à dire, on ne leur apprend pas à écouter. Il y a se taire aussi. J'ai appris qu'il y avait du verbatim dans la consultation, on devait se taire aussi, n'est-ce pas Florent? Donc ça c'est très important. Et l'autre partie aussi que j'aimerais qu'on aborde aussi avec nos participants, c'est comment un médecin qui n'est pas bien avec lui-même, qui n'est pas bien en lien avec lui-même, peut être en lien avec son patient. Donc c'est important aussi, et c'est dans la certification aussi, la santé du médecin, on doit se préoccuper de notre santé, n'est-ce pas Serge? Donc c'est aussi important, et je pense que c'est très très important d'apprendre à nos médecins à prendre soin d'eux et à s'écouter. Donc voilà, donc cette troisième table ronde, elle est pour nous les médecins à être mieux avec nos patients et en étant mieux avec nous-mêmes. Parfait, merci beaucoup. Donc moi j'ai envie de poser une petite question comme ça un peu à tout le monde. Est-ce qu'un bon communicant peut être un meilleur médecin que le meilleur des spécialistes, meilleur technicien? Peut-être que Damien, si vous voulez éventuellement prendre la parole. À l'heure où, on l'a dit ce matin, finalement, le côté technique qui peut être appris, et une partie du côté technique qui pourra être contrebalancée par l'IA, à l'heure où, finalement, beaucoup d'apprentissages pourront être aussi apportés par un autre, la communication va devenir le facteur différenciant. Donc oui, clairement, un bon communicant sera une énorme valeur ajoutée dans la bonne relation médicale. On a parlé ce matin d'alliance thérapeutique, on va en reparler, je vais le réexpliquer, mais alors avec ces éléments qui font que tout le côté technique ou le côté apprentissage pur et dur pourrait être pas remplacé, mais en tout cas contrebalancé par d'autres apprentissages grâce au numérique, la communication en tout cas va être le facteur différenciant. Donc oui, pour moi, clairement. Vos sentiments aussi, je rappelle que vous êtes pneumologue, créateur d'un diplôme sur la communication non violente. Est-ce que vous estimez, vous, que un médecin qui sait extrêmement bien communiquer peut être meilleur qu'un des meilleurs spécialistes? En tout cas, aux yeux du patient. Bon. Parce qu'il y a une question, c'est communiquer. Est-ce que communiquer, c'est transmettre des informations claires qui vont être entendues avec les bons mots précis, sans oublier? Est-ce que c'est ça, communiquer? Ou est-ce que c'est je fais ça et j'ai une personne qui s'effondre en face et je sais l'accueillir? C'est à vous de nous dire. Eh bien, en fait, c'est deux choses qui sont différentes. Oui. Et ça, c'est un peu une des difficultés qu'on a avec le mot communiquer et communication, parce qu'on a nous, on a une direction de la com. Mais la direction de la com ne fait pas du tout la relation. Bien sûr. Et pour moi, ça n'a rien à voir. Et on peut être pas forcément extrêmement adroit pour donner des informations et en même temps être un excellent médecin d'un point de vue relationnel.
Et c'est tout l'antagonisme, on est bien d'accord. Parce que, on l'a vu ce matin, notamment à l'heure de l'IA, des réseaux sociaux, etc., le médecin a un devoir de communiquer, peut-être de communiquer de façon différente et en fonction des patients, bien entendu. Et ça ne peut pas être quelque chose de descendant. Voilà. Mais ça dépend. Vous êtes dans une ambiance aux urgences, en chirurgie, en anesthésie. Pour eux, la communication, c'est la façon dont j'interagis avec l'autre pour qu'elle soit extrêmement claire, précise, dans un but de sécurité. Et puis, quand on est en addicto, la question, elle n'est pas là. La question, c'est est-ce que je suis en sécurité relationnelle ? Bien sûr. Amandine Luquiens, votre sentiment, pardon, vous êtes professeur au CHU de Nîmes, psychiatre, addictologue, professeur également à la faculté de médecine de Montpellier-Nîmes. Montpellier-Nîmes extrêmement représenté, hein, vous avez vu. Hein. Votre sentiment sur ce point de communication ? Oui, je rejoins mon collègue qui soulève une question fondamentale. En fait, la communication, en fait, c'est une relation entre deux ou plusieurs personnes. Et en fait, la façon dont on communique va induire en fait une réaction aussi chez l'autre qui va du coup devoir ajuster, en fait, faire une espèce d'effort d'ajustement dans sa relation. Et donc, ce qu'on induit nous dans la façon dont on communique va conditionner aussi ce que va pouvoir ou pas dire le patient, ce qu'il va s'autoriser à nous dire. Et en fait, et comme c'est notre job avec le patient, lui, c'est pas son job en fait de construire cette relation-là. Finalement, c'est notre responsabilité en fait de le mettre dans les conditions idéales pour qu'il puisse en fait exprimer ses attentes et que nous on construise finalement le soin en fonction de ces attentes-là. Et c'est vrai que c'est ce qu'on essaye de travailler aussi beaucoup avec les étudiants dans cette unité d'enseignement qu'on a créée à l'université de Montpellier-Nîmes. C'est vraiment de faire comprendre aux étudiants qu'ils portent la responsabilité de la bonne construction de l'alliance. Et que du coup ça s'apprend et on insiste vraiment sur ça, sur le fait qu'il n'y a pas de bon médecin inné, qu'il y a vraiment des compétences qui s'apprennent et que ces techniques, on se bat aussi entre nous, mais on aimerait que ça soit entendu plus largement, par exemple que dans les Écosses en fait. Les 3 derniers items, c'est pas des compétences non techniques. La communication, il y a une très grande technicité. Moi, je suis psychiatre addictologue, donc du coup, pour moi, c'est intuitif de se dire que mon boulot, c'est technique. En fait, c'est pas juste de l'intuition comme ça. La relation, c'est pas parce qu'on n'a pas un outil et qu'on utilise la parole que du coup, ça devient non technique. C'est très technique. Je pense qu'il y a aussi des messages aussi sur la façon dont on communique nous-mêmes, dans l'intitulé de nos enseignements, qui est très important symboliquement pour nos patients. Et justement, si on prend un ou deux exemples pour être extrêmement concret, voilà, qu'est-ce que vous dites à vos étudiants quand vous dites que la communication c'est extrêmement important et on communique pas on communique de façon différenciée. Si on avait un ou deux tuyaux pour les gens, même pour tout le monde en fait. Eh bien, par exemple, en fait, de façon très très symbolique dans cette unité d'enseignement et de façon, enfin, j'allais dire ça a une portée symbolique, mais c'est aussi pour nous fondamental dans la façon dont on l'a conçu. Il y a certains modules où il y a des patients enseignants et en fait on introduit le cours en se présentant de façon indifférenciée comme leurs enseignants, qu'on soit en fait des enseignants salariés de la faculté ou des enseignants qui du coup sont des patients enseignants. Dans l'idée en fait que justement si on travaille sur la construction de l'alliance, en fait les patients ont à leur enseigner quelles sont les attentes, comment construire l'alliance et que du coup il y a cette horizontalité au sein des enseignements qui doivent refléter finalement ce qu'ils devraient pouvoir réussir à construire dans une horizontalité du lien qui est une approche vraiment de façon très très volontaire en fait une approche qui doit être collaborative avec le patient si on veut construire une alliance de qualité. Et donc du coup on le construit même dans la façon dont on construit les équipes pédagogiques finalement en symbolisant cette horizontalité dans le soin au sein même de l'équipe pédagogique. Et je pense que c'est très important de nous voir, en fait, nous, à cet exercice-là, puisqu'il y a aussi une idée de modèle, finalement, quand on enseigne avec les étudiants, et finalement de les voir, de voir leurs enseignants, en fait, communiquer d'égal à égal avec des patients pour leur enseigner quelque chose, finalement, c'est probablement aussi un média, en fait, pour qu'ils puissent comprendre qu'en fait, oui, résolument, en fait, une alliance, c'est leur responsabilité et ça se construit de façon horizontale avec le patient. Barbara Minondo, vous êtes aussi psychiatre, auteur d'une thèse sur la relation au cœur de la psychiatrie et aussi sur l'apport de la communication. Je vous en prie, prenez le micro. Communication non violente. Vous avez même développé une méthode pour apporter le soin. Le micro est ouvert, hein, ça se fait directement. On parlait à l'instant est-ce qu'un bon communicant est meilleur qu'un médecin ? Bon,
Mais est-ce que mal communiquer, ça peut détruire un lien également? Je vais rejoindre à nouveau ce que disent mes collègues. C'est vrai que communiquer, ça pose la question déjà de quelle définition on met derrière communiquer. Donc moi, c'est vrai que j'ai fait ma thèse sur je l'avais appelé comme ça, la relation en psychiatrie, apport de la communication non violente. Et en fait, ça m'a fait me poser la question, justement, c'est quoi le lien, c'est quoi la relation, c'est quoi la communication? Et en fait, en revenant à l'étymologie de la communication, c'est communicare en latin. Et le premier sens, c'est créer du lien. Et en fait, aujourd'hui, la communication, c'est beaucoup échanger de l'information. Donc, il y a des techniques qui existent. Et de toute façon, pour bien communiquer, on va dire, ça passe par créer une relation de qualité. En fait, c'est parce que je vais avoir une relation de qualité avec mon patient que je vais pouvoir lui dire des choses, l'entendre. Si déjà, et surtout en psychiatrie où on fait aussi de la psychothérapie, mais si la connexion, la relation n'est pas là, c'est encore plus difficile de s'échanger de l'information. Donc, bien mal communiquer, je sais pas, c'est encore une fois, comme l'a dit ma collègue, c'est des compétences, ça s'apprend, c'est pas inné. On le fait pas forcément beaucoup dans nos études, mais je crois que c'est la question majeure qui se pose pour moi, c'est quelle relation, quelle qualité de relation, en fait, on arrive à mettre en place. Et alors, vous dites que les qualités de relation, ça s'apprend. Ou la oui. Communication s'apprend en même temps que la qualité de exactement, relation. Ça s'auto. Alors, la même question que pour Amandine Lukias. Qu'est-ce que vous mettez en place? Qu'est-ce qui peut être mis en place pour essayer justement d'arriver au maximum de ce qu'on puisse faire en termes de qualité, de rapport à l'autre? Donc moi, je vais parler de ce que je connais, de ce que j'ai étudié. Donc moi, j'ai étudié, parce que je me posais ces questions du lien de la relation, la communication non violente. Oui. Et en fait, la communication non violente, finalement... Peut-être l'expliquer, peut-être. La communication non violente, c'est une technique, une méthode, on va dire, qui a été mise en place par un psychologue américain qui s'appelle Marshall Rosenberg, qui s'inscrit dans la mouvance des psychothérapies humanistes et notamment dans celle de Carl Rogers. Carl Rogers, il a décrit ce qu'on appelle l'approche centrée sur la personne. C'est mettre l'empathie notamment au cœur de la relation, être à l'écoute, etc. Et donc Marshall Rosenberg, il a essayé de décrire des étapes de communication qui peuvent nous aider à sortir des mauvais usages de la communication, qui sont par exemple juger l'autre, accuser... dire qu'on sait à sa place, enfin bon, il y a plein de choses comme ça. Et donc lui, il a mis des étapes qui nous permettent de sortir de ça, donc de revenir sur notamment finalement qu'est-ce que je ressens, quels sont mes besoins, qu'est-ce que l'autre ressent, quels sont ses besoins, et de communiquer à partir de là. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait ça invite aussi le médecin à se relier à ses propres émotions, à ses propres besoins, pour pouvoir accueillir les émotions du patient et les besoins du patient. Et ça, pour moi, ça a été révolutionnaire. Et dans ce que j'ai fait dans ma thèse donc il y avait une petite étude avec les internes de psychiatrie, où je leur ai un petit peu communiqué ça. C'était ça qui a été le plus chamboulant, c'est que finalement, pour communiquer, je ne peux pas le faire aux dépens de moi, de ce que je ressens, de ce qui se passe pour moi. Parce que si je suis pas disponible, si je suis sous l'eau, ma disponibilité pour l'autre va s'en ressentir. Donc la qualité de notre relation et de notre communication et tout ça. Donc ça passe aussi par apprendre avec nous, à s'écouter et à prendre soin de nous. Oui, c'est ça, docteur. Vous avez touché un petit mot tout à l'heure dans votre introduction. Il faut être en accord avec soi-même, prendre soin de soi. Et ça passe d'abord par ça, de bien communiquer. C'est que le médecin doit prendre, si possible, prendre soin de soi avant. Oui, moi j'ai fait certaines expériences, et la première chose que j'avais retenue dans une formation, c'est de me dire que le premier contact, c'est quand on va chercher notre patient dans la salle d'attente. C'est le premier regard, c'est la manière de l'accueillir. Et ça m'avait beaucoup marqué, parce qu'en fait, nous, on se dit, le lien, il se crée devant un bureau, moi je suis le médecin, il est le patient, le médecin. Et en fait, déjà là, si nous, on est déjà fatigués, si on a eu des soucis, si on ne sait pas gérer ce temps pour nous, prendre un peu de temps entre deux patients pour ressouffler, pour se reposer, ce patient, déjà, dès le premier contact, on va mal l'accueillir. Et il le ressent, parce qu'en fait, bien souvent, j'ai l'impression qu'on est tellement bousculé, tellement pris, qu'on oublie qu'on a en face de nous un être humain. Il y a un être humain qui a des affects, des sentiments et un ressenti.
Et que déjà ce premier sourire qu'on peut lui donner en l'accueillant, même si on est fatigué, même si... Je pense que c'est déjà ça le premier loin. Mais c'est vrai, si on ne se prend pas soin de nous, et c'est déjà le mal-être que nos étudiants ont, et même nos médecins, hein, c'est quand même une profession qui est dans un mal-être assez important, les études l'ont sorti, ben on ne pourra jamais être en lien avec notre patient. Et c'est vrai que la communication, moi je mets plus dans la communication, plus dans le lien qu'on va donner avec ce patient et le temps qu'on va lui donner pour lui apporter les informations qui lui seront utiles, peut-être répéter plusieurs fois, peut-être les redire une autre fois. Mais si on n'a pas créé ça, cette symbiose, c'est peut-être exagéré parce que ce n'est pas le cas, mais cette espèce de fil conducteur, on ne pourra pas lui amener les bonnes indications, n'est pas lui apporter de telle manière à ce qu'il puisse les accepter et les comprendre. Et je pense que le plus important de la communication, c'est que la personne à qui on donne quelque chose l'intègre et le comprenne. Voilà, Damien Dubois, je compléterai en disant à la personne avec qui vous échangez. Parce que c'est donner des informations, c'est être à l'écoute. C'est vraiment une relation bipartite. Vous êtes à l'écoute, le patient est à l'écoute, des messages vont dans les deux sens. Et c'est une notion qui est... cette formation continue, moi je la fais à la maison, j'ai épousé une médecin qui a fait la formation d'ailleurs d'Eric Fiat, qui a fait le master d'Eric Fiat en philosophie. Donc j'ai souvent ces discussions avec elle justement sur cette écoute mutuelle. Donc oui, le patient, vous donnez beaucoup d'informations, il a les recevoir. Et il faut d'ailleurs aussi, si on prend un peu les fondamentaux de la communication, c'est ma formation aussi, hein, je suis un communicant. Un message, il est émis, il est reçu. Entre les deux, il y a des bruits, des parasites qui sont émotionnels quelquefois. Et je me rends compte quelquefois que la confirmation du message reçu, elle n'est pas là forcément. Et par une question de temps en effet, hein, mais c'est l'échange que je peux avoir et la confrontation que je peux avoir quand je parle avec ma femme à ce niveau-là. Donc ça va vraiment dans les deux sens cette communication, c'est un lien. C'est pour ça que j'entendais moi aussi communication comme étant ce lien, cette relation singulière parce qu'elle est vraiment particulière dans le sens chaque patient est différent, chaque médecin est différent, donc chaque relation est différente. C'est pour ça que moi je suis du monde associatif patient, je pourrais y revenir. Et quand sur des forums j'entends parler de tel médecin, il est pas bien, il n'est pas à l'écoute, je dis attention. Votre relation individuellement c'est peut-être mal passé, mais faut pas en faire une généralité non plus. Amandine Lucas, si vous voulez passer le micro juste à côté de vous, vous vouliez peut-être réagir au propos. Oui, je trouve que c'est très juste de souligner qu'en fait, on est vraiment sur un jeu de ping-pong entre guillemets, mais où l'idée c'est qu'on puisse jouer ensemble et non pas donner un coup qui ne va pas être reçu justement. Donc c'est faire durer l'échange, je dirais. Et donc dans cet échange en fait qu'on est en train de créer, il y a vraiment la façon dont aussi on apprend aux jeunes médecins à recevoir en fait la plainte ou l'attente ou ce qui va être déposé. Et c'est aussi en ce sens, donc on a mis en place différents enseignements à la faculté de médecine de Montpellier-Nîmes sur, donc certains ont été évoqués ce matin, mais aussi un module de lutte contre la discrimination et la stigmatisation dans les soins, pour apprendre dès le plus jeune âge, je dirais, aux étudiants à repérer en fait aussi les stéréotypes dont ils sont porteurs, puisqu'ils font partie de la société. Donc du coup, ils portent aussi en eux en fait tout un tas de stéréotypes sur certaines de stigmatisation croisées d'ailleurs, hein, donc des stéréotypes de genre, des stéréotypes aussi liés aux origines migratoires, mais aussi des stéréotypes liés à certains troubles, notamment certaines conditions de santé, notamment en particulier les troubles mentaux. Et donc, du coup, on leur apprend aussi très tôt à identifier les stéréotypes, les croyances, les préjugés dont ils pourraient être porteurs et ce qui pourrait les amener à avoir des pratiques discriminantes avec les patients, mais aussi à repérer en fait autour d'eux, et y compris quand ils rentrent à l'hôpital en stage, des situations où finalement ils auraient été témoins de situations stigmatisantes dans le soin, qui en général les mettent aussi assez mal, en fait, quand ils sont assez jeunes et qui repèrent ce genre de situation, mais dont ils ne vont pas pouvoir débriefer au lit du malade, puisque là, parfois, c'est leurs encadrants, en fait, qui malheureusement vont avoir ce type de pratique. Donc ces enseignements, ils ont une double portée. C'est à la fois leur apprendre en fait à situer dans le soin, à entendre de façon inconditionnelle en fait la plainte des patients et en déposant leurs stéréotypes et en identifiant aussi parfois ils vont avoir comme ça une pensée conditionnée par ces stéréotypes et à le déposer pour entendre vraiment la plainte du patient, mais aussi finalement à avoir une réflexivité à la fois sur leur pratique mais aussi sur la pratique de leurs enseignants et donc à nous remettre nous-mêmes en question
quand parfois, du coup, on est défaillant. Et ça, c'est aussi très important, notamment pour préserver leur santé mentale, parce que ce qui les met parfois aussi mal en stage, en fait, c'est des situations où intuitivement, en fait, ils ressentent qu'il y a un malaise, quelque chose qui n'a pas été dans la relation, et qui n'ont pas forcément d'espace de parole pour le déposer et le débriefer. Donc, c'est vraiment ces espaces qu'on essaye d'ouvrir à plusieurs endroits dans l'enseignement, pour que du coup, ils puissent être beaucoup plus alignés, en fait, dans leurs valeurs et dans la construction qu'ils vont avoir de l'alliance avec leurs patients. Alors, Cécile Lagarde, vous n'avez pas encore parlé, et pourtant, vous aussi, vous utilisez la communication non violente. Et quand on a préparé, vous m'avez dit que ça repose sur des principes simples, il faut avoir 2 jambes. Tant mieux, c'est l'équilibre. Mais oui. Quelles sont les astuces alors? Oui, merci. J'avais envie de vous partager deux petits tips que vraiment j'utilise beaucoup pour être dans une bonne communication, j'ai envie de dire. La première, c'est la reformulation. Quand un patient me partage quelque chose que je ne suis pas sûre d'avoir compris, ou pour bien lui faire sentir que je l'ai entendu, je reformule. Je répète quasiment au ras ce qu'il dit. Et ça lui permet d'être entendu et ça fait souvent baisser le rythme de la conversation. Et la deuxième chose, pour être sûre, moi, d'avoir été comprise, je travaille en soins palliatifs et j'ai parfois des annonces délicates à faire et il m'arrive très souvent de demander aux patients ce qu'ils ont compris que je leur ai dit. Je suis parfois surprise, dans les deux sens, surprise d'avoir été bien comprise et parfois surprise que j'ai tapé, qu'ils n'ont pas compris ou pas entendu. Du coup, je me réajuste et voilà, je voulais vous partager ces deux petites choses qui m'aident beaucoup pour être sûre à la fois d'avoir été entendue et à la fois de sentir que le patient se sent lui aussi entendu. Et pour les 2 axes dont vous parliez, dans la communication non violente, en effet, il y a la jambe de l'empathie, dont on parle beaucoup, cette qualité d'écoute que propose la communication non violente et dont je peux témoigner, moi, après avoir beaucoup conseillé, interrompu mes patients. Là, je les écoute avec vraiment plus de présence, j'ai pas peur des silences, en tout cas moins, et pas peur de voir les patients pleurer parfois, parce que ça m'arrive quand même souvent en soins palliatifs. Donc cet axe de l'empathie dont on a beaucoup parlé et cet axe de l'expression authentique. Je faisais partie des médecins qui peut-être avaient du mal à s'affirmer ou face aux collègues qui étaient prêtes à faire une garde ou 2 en plus quand j'étais aux urgences, quitte pour pas être en conflit. Et la communication non violente m'a appris à oser m'exprimer. Et c'est une façon aussi d'être empathique. Pas plus tard qu'hier, j'étais dans une chambre avec un patient mourant et sa femme rentre, alors que j'étais auprès de lui, elle rentre en vitesse avec un pack d'eau. J'étais surprise et j'ai osé lui dire non madame, c'est pas le moment, est-ce que vous voulez bien sortir? En d'autres temps, je suis pas sûre que j'aurais été capable. Et là, oui, j'ai osé m'exprimer et la communication non violente m'a permis ça aussi. Donc, ces 2 axes, à la fois l'empathie et l'expression. Et alors, si on se met de l'autre côté, comment vous estimez que ça a été pris, justement, en prenant cet exemple-là? Mal. Non, mais il y a un risque, certainement, il y a un risque à avoir cette communication verbale. Mais Exactement. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout n'est pas perdu, jamais perdu, j'ai envie de dire. Et j'ai pu reprendre un temps avec cette femme, lui redire le cadre du fonctionnement du service quand quand un médecin, en tout cas quand il y a la petite lumière au-dessus de la porte qui est allumée, l'invitation c'est de ne pas y entrer parce que des soins sont en cours. Donc j'ai pu lui redire ça et j'ai pu entendre sa colère d'avoir été mise dehors. Et comme le disait Alexandre tout à l'heure, oui, accueillir, c'est aussi ça la communication. J'ai accueilli sa colère, c'était pas confortable pendant 10-15 minutes, mais ensuite je peux témoigner que les choses se sont tellement améliorées et je crois que la confiance s'est retissée d'avoir su, en tout cas, fait en sorte d'accueillir la colère de cette femme qui s'est sentie évidemment exclue dans un premier temps et puis après, accueillie, j'espère. Alexandre Duguet, vous vouliez réagir sur ce point? Parce que sinon j'ai une question à vous poser direct. Quand on a préparé, vous m'avez dit les difficultés relationnelles ne sont pas que avec les patients, elles existent aussi avec l'entourage médical. Oui. Et alors, est-ce qu'on peut aller plus loin? Qui, quoi, comment et pourquoi? Mais oui, parce que là, on parle de communiquer, moi, avec le patient. Ok. La communication non violente aide pour ça. Mais il y a un autre endroit où c'est pas évident de communiquer, c'est avec moi.
Par exemple, il y a un bout de moi qui en ce moment a bien envie de se barrer de l'hôpital, mais j'ai un autre bout qui n'a pas du tout envie. Et donc j'ai un conflit, mais le conflit il est interne, le conflit il n'est pas externe, c'est de moi avec moi. Et là, les outils de communication non violente m'aident beaucoup. Mais oui, donc communiquer, c'est communiquer avec l'autre, on en parle beaucoup, mais communiquer avec soi, ça c'est un truc qui est drôlement important à apprendre. Et puis les conflits avec les patients, il y en a. Avec les collègues, il y en a beaucoup. Avec l'administration, il y en a beaucoup aussi. Moi, j'aimerais dire qu'à chaque fois qu'il y a un conflit, on perd quelques ressources. J'entends par ressources du temps. On perd du temps quand il y a des conflits. On peut perdre de l'énergie. Vous rentrez à la maison, vous avez fait une journée de conflit, l'énergie a diminué. Et puis, à certains endroits, on pourrait aussi perdre de l'argent parce que on n'a pas opéré. Et donc, en fait, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de vraiment préserver ces ressources-là. Et les conflits, j'aimerais faire un parallèle avec les infections nosocomiales. Allons bon. Ça va, vous l'avez? Alors, le parallèle, c'est quoi? C'est que en fait, c'est presque inévitable. Il y en aura toujours. Okay, mais c'est lié à notre activité. On fait un soin, on est à l'hôpital, il y a des infections nosocomiales. Okay. On est en relation et c'est compliqué. Et ben oui, il y a des conflits. Et comme je viens de l'indiquer, les conflits relationnels ont un impact sur les ressources. Les infections nosocomiales ont un impact aussi. Ça coûte de l'argent, ça coûte du temps, ça coûte de l'énergie. Mais alors, pour les infections nosocomiales, dans le monde hospitalier, il y a un truc qui s'est passé, c'est qu'on s'en est occupé. On a créé des comités de lutte contre les infections nosocomiales. On a créé des protocoles, des procédures, on a fait des formations, on a des indicateurs. Pour ce qui est de la relation et des conflits, on n'a pas tout ça. Moi, j'ai connu une période où les conflits se réglaient à 8h du matin dans le bureau du doyen. Ben oui. Mais je dis pas que ça c'est pas comme ça qu'il faut faire, parce que de temps en temps, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais ce qui est dommage, c'est d'en arriver là, en un sens. Et donc moi, je milite pour qu'on s'occupe vraiment des aspects relationnels. Mais s'en occuper vraiment, c'est plus que... Alors j'ai été vice-doyen de la fac pendant 10 ans. Il y avait 3 heures de cours en amphi sur la relation médecin-malade. 10 ans après, on avait une 30aine d'heures et un département de relations. En fait, je pourrais dire que j'étais content, j'ai multiplié par 10. Mais quand j'ai quitté, j'avais aussi conscience que c'est pas 10 qu'il faut, mais c'est pas 30 heures qu'il faut, mais c'est 300 heures qu'il faut pour la relation. Arrêtez de croire que 2 jours de formation comme ça vont changer la façon de relationner. Les humains sont conditionnés de longue date dans un système de domination avec des postures qui sont très marquées. Et sortir de ça, ça prend pas juste 2 jours de formation. On me demande d'intervenir pour faire des formations de communication non violente parce qu'il y a des conflits dans le service. Et moi, ma première question, c'est on a combien de semaines? Vous avez 1 heure. Parce que, en fait, c'est très difficile. Mais attendez, si j'étais capable de changer une équipe avec une formation de 2 jours, comme ça, mais je serais hyper riche. Vous m'appelez, en 2 jours, je change la façon de faire des formations, de faire de la relation, ça serait formidable. Non, en fait, ça s'apprend tout ça. C'est un peu comme la cardio. La cardio, ça s'apprend. Il y a toutes les heures théoriques, et puis il y a tous les stages de pratique. Et la relation, c'est pareil. Damien Dumois, peut-être vous pouvez réagir à ça, parce que vous êtes en relation avec les patients, vous êtes expert avec les patients. Ça s'appelle les patients s'engagent. Le patient, il a des droits, on comprend très bien, mais il a aussi des devoirs. Ça s'apprend aussi.
Je vais d'abord réagir sur ce qui a été dit pour compléter, pour dire que non seulement c'est une formation qui n'est pas de 3 heures, mais c'est une formation qui est continue. Parce qu'avec l'évolution aussi rapide que ce que c'est qu'un patient, vous disiez en introduction ce matin, qui est le patient? C'est une question qu'on peut se poser en continu et qui est le médecin en parallèle, parce que lui aussi est dans la société. Il y a une telle évolution avec aujourd'hui le numérique, l'IA et je ne sais quoi demain, que la formation, elle est continue finalement aussi, avec de la pratique. Les patients s'engagent, pour en dire un petit mot, c'est une plateforme qui valorise le fait que l'engagement des patients aujourd'hui est multiforme. On a beaucoup parlé des patients partenaires ce matin. Il faut déjà différencier le patient qui s'engage pour lui-même, celui qui va être acteur de sa propre santé, et dans un second temps, dans un deuxième mode d'action, les patients partenaires qui vont agir pour soutenir d'autres patients, pour faire évoluer la cause. Il y a différents modes. Et l'engagement des patients aujourd'hui, il est multimodal, avec ce grand mot, pour dire qu'il va dans beaucoup de directions différentes, vu que les patients aujourd'hui qui s'impliquent sont impliqués à tous les niveaux des organisations, des prises en charge, les patients formateurs, les patients qui vont agir auprès de start-up, les patients consultants. Il y a beaucoup de manières de gérer. Donc c'est ça qu'on met en avant sur la plateforme Les Patients s'engagent, pour montrer cette diversité, cette richesse, et qui fait aussi la richesse de qui est le patient aujourd'hui. Et pour bien communiquer, pour en revenir plus au sujet, bien communiquer, c'est avoir conscience de qui on a en face de soi. Quel patient on a en termes d'information, de ce qui s'est informé plus ou moins en amont, de manière plus ou moins précise, avec plus ou moins de certitude faussée, pas faussée, de patients qui s'est fait accompagner par une association de patients ou qui arrivent entre guillemets de manière plus naïve, sans que ça soit du tout péjoratif. Il y a forcément aussi un temps d'adaptation à avoir dans une bonne communication pour savoir qui on a en face de soi, pour ajuster le niveau de communication. Et je pense qu'un des mots importants finalement dans la communication, dans cet échange qu'il doit y avoir, c'est l'agilité, parce que dans la... S'il vous plaît. Allez-y. C'est cette agilité dans l'échange, parce que, comme je le disais tout à l'heure, chaque échange est particulier, est individuel selon le niveau de compétence et puis d'envie d'avoir d'informations. Serge Usan disait tout à l'heure que lui, face à un médecin, il a envie d'avoir juste, surtout celui qui va lui apporter la réponse, la bonne réponse. D'autres voudront la confirmation de ce qu'ils ont déjà vu ou pas. Et je pense que beaucoup voudront en tout cas être compris, être entendus, et qu'il y ait une relation de confiance. Et pour compléter la réponse à la toute première question, c'est finalement la bonne communication, c'est aussi la confiance qui doit se mettre en place pour que ça puisse être une relation efficace au long cours dans le soin après. Barbara Minondo, on va vous donner un micro. Merci beaucoup. Aussi dans votre conception et dans ce que vous mettez en place en formation, vous avez entendu les patients, vous avez entendu ce qu'a dit Alexandre Duguay à l'instant. Comment est-ce que vous vous placez, parce que je sais que vous êtes en termes de psychologie, etc., comment est-ce que vous placez tout cela aujourd'hui? Alors, je ne sais pas si je vais répondre à cette question, mais j'avais envie juste de partager 2-3 trucs en rebondissant à ce que j'ai entendu. C'est qu'on parlait je trouvais très intéressant ce que vous faites sur la déstigmatisation des troubles. Alors, voilà, comme nous aussi, on est psychiatre, peut-être qu'on a un rapport aussi un peu particulier avec les patients, parce que on est aussi régulièrement amené, quand on est en institution, à être aussi avec des soins sous contrainte, donc en fait dans des relations avec les patients qui n'ont pas envie d'être hospitalisés. Donc on a un rapport dans certaines situations qui est très 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 particulier et où il y a d'autres enjeux. Et ce que je trouve très intéressant aussi dans la stigmatisation, c'est que j'auto-observe en fait, de fait d'être psychiatre, les représentations aussi que les équipes peuvent avoir sur un psychiatre et les patients peuvent avoir sur un psychiatre. C'est-à-dire, par exemple, un psychiatre, il est censé toujours tout savoir. C'est-à-dire, moi, je suis quelqu'un qui est plutôt à me poser des questions, à impliquer les équipes dans des réflexions sur des situations, et que parfois, ça peut déstabiliser. Parce que, tiens, c'est la psychiatre, pourquoi elle se pose des questions, elle est censée savoir, ou dans l'autre sens aussi, si on est un peu trop directif, on n'écoute pas les équipes. Donc, je trouve que c'est intéressant parce qu'effectivement, on peut peut-être parfois avoir des stigmatisations sur nos patients. Mais en fait, dans l'autre sens aussi, il y a beaucoup de représentations qui sont collées sur c'est quoi un médecin, et nos patients aussi, parfois dans les liens sous contrat, de toute façon les psychiatres, ils servent à rien, de toute façon les psychiatres, à part coller les traitements, c'est tout ce qu'ils savent faire, voilà. Donc on reçoit aussi
des allers-retours. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant aussi d'observer que notre statut, il véhicule des choses, des messages même dans la société. Quand moi, si je rencontre des gens et je dis en soirée ou quoi, et tu fais quoi dans la vie? Je suis psychiatre. Il y a souvent un petit froid. Il y a un petit blanc. Il y a un petit blanc. Il y a une petite gêne. Et puis il y a beaucoup de croyances. Ah là là, tu vas m'analyser, tu vas lire à travers moi comme si on avait, vous savez, dans les yeux des lasers qui screenaient les gens et puis qui... Ça viendra avec l'IA, ça. Voilà, donc ça c'est très intéressant aussi d'observer ça. Et l'autre chose que j'avais envie de dire sur les relations avec les patients, c'est que ce que je trouve intéressant, c'est aussi peut-être de créer de nouveaux espaces en fait de rencontres. Et moi que je trouve peu d'espaces de rencontres quand je suis au boulot parce qu'on est dans la machinerie, ça va vite avec les patients, et peu d'espace aussi avec les collègues. Et en fait, avec les collègues, c'est très rare qu'on ait des espaces pour se dire comment on se sent, comment on va, comment on a vécu une situation, quand on a mis en isolement, quand on a contentionné, quand ça a été dur. On parle beaucoup des patients, les patients. Mais nous, parler de nous, c'est très très difficile. Alors c'est intéressant parce que je voudrais avoir l'avis notamment... Alors je peux juste dire un dernier truc, et du coup sur les espaces à créer aussi. Donc moi je suis beaucoup en partenariat avec la Maison Perchée à Paris, c'est une maison associative qui a été créée par des jeunes avec des troubles psy. Et en fait on est en train de réfléchir justement sur des formats de rencontres entre soignants et soignés, mais où moi je suis en tant que psychiatre, mais c'est pas mes patients, et voilà, donc on crée cet espace-là et on fait comme une espèce de psychiatrie restaurative, c'est-à-dire qu'on va aborder des sujets, par exemple la mise en isolement. Il va y avoir des patients qui vont pouvoir dire, voilà, moi ce que j'ai vécu dans cette situation, et puis moi je vais pouvoir dire, écoutez, donner de l'empathie, et puis moi ce que ça me fait en tant que médecin de mettre en isolement, parce qu'en fait c'est vachement dur aussi. Et en fait les patients se rendent pas forcément compte que de l'autre côté, il y a aussi un humain qui vit des choses difficiles. Et du coup, de créer des espaces autres, où on n'est plus dans l'institution, on va se rencontrer et se dire ce qu'on vit d'un côté et de l'autre, ça fait tellement du bien, et c'est très restaurateur. Et ça fait partie du bien communiqué, pour le recréer le lien. Mais j'aimerais avoir votre avis, parce qu'en soins palliatifs, ou vous, Madame Lucas, quand vous parlez de façon avec les personnes addictes, j'imagine que là aussi, vous auriez besoin d'un sas de décompression pour pouvoir s'exprimer entre collègues ou exprimer entre patients et soignés. On a la chance en soins palliatifs d'avoir, des groupes de parole qui permettent d'échanger après ça des existe situations déjà, difficiles. Oui. Et je peux parler en un mot de CAP-CNV Santé, l'association à laquelle j'appartiens et qui soutient les soignants qui sont un peu sensibles à la CNV, qui les met en lien et qui offre plusieurs choses. CNV, communication non violente, merci Barbara. Qui met en lien les acteurs et actrices de santé qui ont un peu ce tropisme pour la communication non violente, qui les soutient parce qu'on se sent parfois seul dans sa structure, j'en témoigne. Voilà. Alors je voudrais savoir s'il y a des demandes de prise de parole, de questions, de commentaires que vous souhaiteriez apporter à nos invités. Oui, monsieur, on va... je ne sais pas s'il y a quelqu'un pour les micros. Je vais vous apporter un micro. Je suis désolé, je vais utiliser... Ah ben non. Alexandre Duguet, merci beaucoup. Ben oui, c'est ça, il peut tout faire alors. Vous nous rejoignez, Alexandre ? Merci beaucoup. Juste pour faire la remarque, effectivement, tous ces échanges confirment qu'il existe une infinité de relations possibles, à la fois sur le plan émotionnel et sur le plan de la pathologie à diagnostiquer ou à traiter, avec des spécificités et des variantes, dépendant du patient, dépendant du médecin, dépendant de la pathologie, de la spécialité, aussi médicale, chirurgicale, psychiatrique. Et que j'ajouterai un élément, c'est que ça c'est une spécificité donc relationnelle, émotionnelle, humaine, primordiale entre le médecin et son patient. Mais il faut avoir en tête aussi la nécessité de garder quand même une certaine distance dans cette relation et qu'on essaie d'apprendre tôt, qu'on devrait apprendre aussi aux jeunes médecins dès le début, qui sont par définition les plus fragiles en abordant ce métier noble, sacré,
très difficiles, très complexes. Sinon, effectivement, ils peuvent absorber comme des éponges, et même nous, avec l'expérience, on est comme des éponges, à travers les consultations du début vers la fin. C'est ce qui nous fatigue aussi émotionnellement. Et qu'il faut savoir garder une certaine distance qui est à ajuster au cas par cas, encore une fois, par rapport au patient, au moment donné, parce que cette relation aussi peut changer à travers le temps, si on est un patient qui suit le patient, un médecin qui suit le patient sur le long terme, d'un jour à l'autre, en fonction de ses émotions, des nôtres, de l'évolution de la pathologie, de sa gravité, de la bonne évolution ou pas, et que vraiment, c'est comme un match un peu, pas l'un contre l'autre, mais l'un avec l'autre, d'échecs ou de tennis, vraiment, coup par coup, il y a une infinité de possibilités et ça peut varier. Donc l'importance de cette distance pour ne pas être absorbé, parce que ça peut être un danger pour le médecin ou le soignant, qu'il soit d'ailleurs jeune ou moins jeune. Voilà. Et deuxième remarque, d'où l'importance d'allier peut-être, c'est le sujet du thème du colloque aujourd'hui, ce qu'on appelle intelligence artificielle, ou en tout cas tout ce qui est sur réseau, la masse de données accessibles, que ce soit un allié. Les médecins utilisent ça depuis très longtemps déjà pour rechercher des recommandations, des données, des publications, PubMed ou des sociétés savantes. Que ce soit un allié à la fois pour expliquer aux patients, pour la pédagogie, et à la fois pour le diagnostic et le traitement, car effectivement, ce domaine de l'IA ou numérique, il n'a pas d'émotion, il ne se fatigue pas, il est H24 fonctionnel. Excusez-moi, votre question, du coup, c'est sur est-ce qu'on a un commentaire sur la distance ou sur l'IA? Sur la distance et le fait que le médecin ne doit pas rester effectivement seul. Donc l'IA peut être son copilote et en même temps, les médecins entre eux doivent rester en lien entre eux pour discuter des cas et pour effectivement exprimer leurs difficultés. Voilà. Alors, on va répondre d'abord, si vous voulez bien, M. Duguet, sur la première, sur la distance et la relation. Quelques mots, Mme Luquincy, juste après. Oui. Moi, je partage avec vous l'idée qu'il faut faire quelque chose parce que la charge qui arrive, elle est importante. Là où on pourrait avoir un différent, c'est sur la notion de distance. Moi, je ne suis pas sûr que mettre un bouclier ou une distance, ce soit vraiment ça qui soit le plus au service. Mais faire quelque chose, c'est indiscutable. Et dans le faire quelque chose, pour moi, il y a le apprendre à moins prendre la charge. Ça, c'est un truc, ça. Et puis, si je suis chargé, comment moi je me décharge? Et apprendre ça. Et ça, je peux le faire tout seul. Et quand je ne peux pas le faire tout seul, mais je le fais avec quelqu'un d'autre. Et donc, moi, il y a un truc que j'ai appris là, sur la notion d'empathie. C'est qu'en vrai, j'ai découvert ce que c'était l'empathie quand j'ai reçu ça. C'est-à-dire quand moi-même j'ai été écouté. En fait, avant, j'avais compris théorique. Mais quand c'est moi qui ai été écouté, là j'ai compris à l'intérieur de moi. Avant, je n'avais pas compris. C'est extrêmement puissant. Et donc moi, je souhaite à tous nos médecins et futurs médecins de vivre cette expérience-là. Pour moi, on ne sait écouter que quand on a été écouté. Bon, ça paraît tellement évident de le dire là, comme ça. Amandine Luquins, parce qu'on a quelques demandes de prise de parole. Oui, peut-être juste rapidement, bien souligner, je pense que c'est évident pour tout le monde, mais la différence bien sûr entre l'empathie et la sympathie. L'empathie, c'est vraiment sur le plan même neurobiologique. Il y a eu des études d'imagerie hyper intéressantes qui ont bien montré qu'en fait, quand on était en face de quelqu'un qui exprimait une émotion, en fait, l'empathie, c'était être capable d'allumer dans dans son cerveau la zone très brièvement qui reflète en fait l'émotion qui est en train de vivre l'autre, et puis d'inhiber tout de suite. C'est-à-dire qu'en fait, on vit très brièvement, mais avec une certaine distance, en fait, cette émotion qui nous permet de l'identifier et de la retranscrire et de la renvoyer. C'est ça qu'on apprend aussi dans la dimension clinique de l'empathie, pour pouvoir montrer en fait qu'on a compris, mais finalement qu'on a vécu en fait en soi, mais très brièvement avec une certaine distance, l'émotion qui est en train de vivre l'autre. Et c'est ça qui permet d'ajuster la relation. Et qui fait la distance. Voilà, donc c'est toute cette différence. Et donc, et d'ailleurs, les études montrent bien que quand en fait la santé mentale du soignant se dégrade, en fait, il devient moins empathique. Donc du coup, le fait d'être moins empathique ne protège pas contre les risques psychosociaux, c'est plutôt l'inverse en fait.
Et en fait, il y a une espèce de distance et de froideur, en fait, mais qui est vraiment un système de défense, enfin, on peut le comprendre comme ça, quand on finit par, du coup, être en burn-out ou en dépression, qui fait qu'en fait, on n'arrive plus, c'est trop dangereux, en fait, de ressentir l'émotion de l'autre, on est déjà trop en danger soi. Donc, en fait, l'idée, en fait, c'est aussi, dans ces enseignements qu'on met en place, c'est d'équiper les étudiants pour qu'ils puissent travailler justement sur des phénomènes qu'on appelle de diffusion, donc c'est-à-dire d'éloignement de ses propres pensées, d'arriver à identifier ses émotions sans être complètement envahi par ses émotions, et de pouvoir aussi voir à quel point ça va nous contaminer dans l'analyse qu'on a de la situation, par exemple. Et donc par exemple, un des enseignements qu'on a mis en place, c'est une initiation à la méditation de pleine conscience, où en fait on travaille vraiment sur des choses hyper basiques avec les étudiants, sur identifier qu'est-ce que c'est une pensée, qu'est-ce que c'est une émotion, et de leur permettre d'identifier leurs propres pensées, leurs propres émotions à un moment présent. Et d'ailleurs, c'est des moments qui sont souvent très très chargés, parce qu'il arrive que ces enseignements soient la veille d'un examen ou des choses comme ça, et ils ont la tête, comme nous tous en fait, complètement chargée, et de pouvoir prendre un petit moment en fait pour déposer tout ce qui est en soi et d'apprendre à le faire. Alors évidemment, ça ne va pas devenir des grands méditants avec des toutes petites heures d'enseignement, mais comme le disait ce matin la professeure Céline Bourgier, c'est aussi des petites graines où en fait on montre l'exemple, on montre qu'il y a des outils et qu'ils vont pouvoir se saisir de ces outils-là, mais que ça fait partie de leur job de trouver l'outil qui leur conviendra, quoi, et qu'on est là pour leur montrer. Alors, je crois qu'il y avait des demandes. Avant que monsieur lève la main, il y a tout au bout là-bas, la première personne, et après au milieu, s'il vous plaît. On va prendre 2-3 questions d'affilée et après on fera une réponse un peu globale. Eh ben, oui, bonjour à tous. Moi, je ne souhaitais pas poser une question, simplement partager mon expérience et faire un commentaire pour montrer à quel point ces réflexions me semblent importantes. Je me présente, je suis Anna Duval, je suis magistrate en détachement au Conseil national de l'ordre et avant mon arrivée, j'étais vice-procureure au parquet de Paris, spécialisée dans les questions de santé publique et donc je recevais toutes les plaintes qui émanaient de patients envers les médecins de l'ensemble du ressort parisien. Et c'est en cette qualité-là que je voulais vous faire partager mon expérience. C'est-à-dire que moi, j'ai eu à connaître finalement la phase la plus pathologique du lien patient-médecin, puisque quand on va à saisir le procureur de la République, c'est qu'on est à une rupture de lien, une rupture de communication. Et ce que je peux vous dire de mon constat, c'est que si on exclut les plaintes qui étaient fondées, où il y avait des vraies recherches, une vraie question d'une infraction commise, et qu'on prend les plaintes qui étaient classées, le début, l'initiative de la plainte était à la quasi-unanimité des cas un problème de communication. Et même parfois, le geste médical n'avait pas été remis en cause et dans le descriptif des faits du plaignant, le geste médical est remis en cause a posteriori parce que le médecin a mal regardé, prononcé une phrase que le patient a mal interprétée et c'est une surinterprétation de cette communication du médecin. Alors le médecin ne peut pas tout, comme vous l'avez dit, hein, on est chacun humain, mais pour vous dire que effectivement, pour rebondir sur cette déperdition d'énergie qu'il y a, effectivement, la question de communication est au cœur de cela, parce que dans votre pratique, si vous vous exposez à des procédures pénales, quelle déperdition d'énergie, même si elles sont classées, et bien sûr, il y aura toujours une part, irréductible de moments où ça se passera mal et quoi que vous fassiez, et quel que soit votre degré de réflexion, vous ne pourrez de toute façon pas éviter ce conflit parce que c'est lié à la personne que vous avez en face. Mais c'est vrai qu'en ayant cette réflexion, je pense que effectivement, ça pourra aussi éviter ces situations, en partie en tout cas, ces situations extrêmement pathologiques où finalement il n'y a aucune raison d'en arriver à une saisine pénale. Merci pour ce témoignage. Je voudrais qu'on prenne la question suivante, s'il vous plaît, pour permettre après de continuer et presque terminer ce débat. Par rapport à la communication, je pense à peu près d'accord qu'il ne s'agit pas d'appliquer des techniques en dehors de la relation. Hein. Alors la communication non violente, elle est entre les deux. On dirait, ou elle a les deux, un peu. Alors, former à la relation, c'est compliqué parce que forcément, c'est la personnalité qui va être en jeu dans la relation au patient. Donc quelque chose de très singulier. Peut-être pour être modeste dans une idée d'enseignement ou de formation,
L'idée, ça pourrait être de lever certains obstacles à la relation. Alors, des obstacles à la relation avec l'autre, il y a des obstacles qui dépendent pas de nous. Par exemple, le temps. Le fait d'être pris dans un rythme de consultation effréné, ça aide pas, ni à la relation, ni à la communication. Et puis, il y a des choses qui dépendent plus de nous, qu'on peut faire évoluer. Moi, je citerai 2 obstacles comme ça à la bonne relation et communication avec le patient. Le premier, c'est les a priori, les convictions, les représentations du médecin en tant qu'elles sont différentes de celles du patient et l'empêchent d'entendre celles du patient du fait de leur différence. Le deuxième, il sera relationnel émotionnel. Ce patient provoque en moi une émotion, et cette émotion qui est provoquée par le patient fait que j'ai du mal à l'entendre, celui-là. Alors quand les deux se rencontrent, ça devient compliqué, vous voyez, hein, dans une relation. C'est là que ça se met à vriller. Donc le deuxième, c'est ce que les psychanalystes appellent le contre-transfert, en gros. Hein. Voilà. Donc je pense que la formation de ce côté-là a levé certains de ces obstacles. Le groupe est très important. Hein. C'est-à-dire comment le fait de travailler en groupe, mais pas sur n'importe quoi, de travailler en groupe sur la relation avec un patient dans laquelle on est investi. Et le fait de parler d'une relation dans laquelle on est investi, une relation qui s'est mal passée, etc., va entraîner le groupe, par identification, soit avec le patient, soit avec le médecin, à être lui-même investi. Et là, on tombe sur cette écoute dont vous nous faites parler, penser au niveau, ce que vous avez dit, au niveau de l'empathie. Hein, quand le groupe écoute quelqu'un qui rapporte une difficulté et qui la rapporte avec son émotion, il y a là un facteur accélérateur. Parce que les 300 heures, ça fait un peu peur quand même. Hein. Donc, quelque chose qui peut être accélérateur pour que chacun s'interroge sur ses propres représentations, convictions, a priori, et sur la manière dont il a été émotionnellement pris dans cette relation, parce que le groupe va donner d'autres points de vue, d'autres représentations, d'autres modalités de réaction émotionnelle à ce qui s'est passé. Voilà. Je pense que pour les étudiants, c'est essentiel, ça. Merci. Peut-être... ouais, oui, une petite réaction sur le groupe en 2 points. Il y a un des acteurs dont on a peu parlé depuis ce matin, qui est l'aidant, qui peut être aussi quelquefois un facilitateur, quelquefois complique les choses quand il rentre dans la pièce de manière impromptue. Mais la communication, elle est souvent tripartite, aussi quelquefois dans la salle du médecin avec l'aidant, et donc c'est une notion à prendre en compte. Et quand on parle de ce groupe et aussi et de votre réaction à vous médecins, ce que ça vous fait en vous, et ce besoin du coup sans doute de pouvoir un peu le décharger après, c'est là où quelquefois dans certains hôpitaux, des patients partenaires en faisant partie de l'équipe, ont pu intégrer des groupes un peu pas le grand mot de supervision, mais en tout cas de débriefing après, qui peuvent aussi vous aider dans vos pratiques. C'est aussi un des rôles des patients partenaires, au sein des structures, d'avoir pu mettre en place quelquefois des sessions d'échange pour vous dire, dans cette situation-là, avec des sortes de jeux de rôle, hein, c'est une patiente qui m'avait parlé de ce qu'elle avait mis en place, des sortes de jeux de rôle pour revivre des situations et vous aider à apprendre en termes de communication et améliorer les pratiques. Alexandre Duguay, je crois que vous vouliez vous exprimer. Oui, le groupe, oui. Il y a un truc que je voudrais dire en matière de communication, c'est la notion de temps, parce qu'on dit on manque de temps, tout ça. Moi, je suis réanimateur de formation. Le temps et l'efficacité, c'est un truc, c'est extrêmement important pour moi. Et ce que j'ai appris avec la communication non violente, en fait, c'est un gain de temps incroyable. Et donc, je voudrais juste dire que le plus on manque de temps, et on manque de temps, tout le monde manque de temps. Le temps, c'est le truc dont on manque le plus. Mais c'est important d'avoir des outils qui fonctionnent et qui fonctionnent bien et vite. Et pour moi, la communication non violente, c'est absolument remarquable d'effet. C'est pour ça que j'ai choisi
mais il y a plein d'autres approches qui sont très chouettes, hein, honnêtement. Voilà. Je connais bien les autres approches. J'ai co-créé un diplôme universitaire de méditation avec Corinis Narbanis. Donc, ouais. Mais la communication non violente, pour moi, c'est un des trucs les plus efficaces. Et donc, j'ai créé un diplôme universitaire de CNV à Sorbonne Université. Ça fait 3 ans là maintenant. Et là, on a en groupe 16 jours ensemble. Il n'y a pas de portable. On est en cercle. Il n'y a pas de théorie. Et on n'est que à travailler sur la pratique. Et il n'y a pas de PowerPoint. Il n'y a rien de tout ça. Mais par contre, ce que j'ai vécu hier à la consultation, là, on en parle. Et comment je vais dire ça à mon chef demain? Ça, on en parle. J'ai eu l'occasion aussi de rencontrer des coordonnateurs de DES de spécialité. Et après échange, ils ont choisi de mettre dans leur cursus de formation des internes une formation de 2 jours de communication non violente. Donc on a fait un pilote avec la médecine interne, et puis les coordonnateurs de gynéco, de pédiatrie et de chirurgie thoracique et cardiovasculaire ont suivi ça. Donc ce sont des modules qui sont obligatoires et qui, pour certaines personnes, ont créé une vraie ouverture, pour d'autres pas, et avec une forte envie de continuer après à co-apprendre en fait. Alors, on va prendre, Alexandre Duguin, on va prendre peut-être la dernière question avant de faire se tourner vers la conclusion. Monsieur, je vous en prie. Mais oui. Bonjour Alexandre. Bonjour. Je voudrais apporter un petit bémol quand même. Oui. Parce que le temps et l'efficacité, comme ça vient d'être dit, c'est important pour tout le monde. Et c'est surtout important pour nos étudiants. Et de fait, nos étudiants deviennent de plus en plus stratèges. On ne peut pas leur reprocher. On leur impose un certain nombre de rendez-vous, d'examens, de concours. Et ils se demandent comment les réussir au mieux en épargnant leur temps. Nous les voyons de moins en moins. Ils n'assistent plus aux enseignements, ou très peu, et ils s'arrangent même pour court-circuiter les stages hospitaliers autant qu'ils le peuvent. Tout ça amène au fait que quand on mesure l'empathie des étudiants en début d'études et en fin d'études, diminue. C'est exactement ce geste, elle diminue. Donc, il y a là un vrai sujet. Je ne sais pas où est la responsabilité, je pense qu'elle est partagée. On a, nous, enseignants, à s'interroger là-dessus. Nous sommes leurs exemples, nous sommes leurs modèles. Nous devons leur enseigner l'empathie. 300 heures, je ne sais pas, mais de toute façon, ils n'y seront pas. Si au moins, pendant les stages, ils peuvent être là et avoir des modèles de relations médecin-patient avec des enseignants qui s'y impliquent, ça serait déjà pas mal. Alors, mais je suis tellement d'accord avec toi, et je vais voilà. C'est pour ça que pour les externes, moi j'ai fait les externes, l'avantage quand on est vice-doyen, c'est qu'on a un petit peu de moyens d'action. Donc j'avais réussi à imposer à tous les externes les 5 demi-journées, comme ça. Alors, avec les Covid, ça s'est arrêté parce qu'on a mis les étudiants à faire autre chose. Mais en fait, la bonne cible, les externes, c'est bien, mais on est coincé avec ce concours qui détermine l'endroit où tu vas aller et les difficultés qu'on a à évaluer les qualités relationnelles. Voilà. Donc ça c'est coincé. Et puis les externes, c'est bien. Et en même temps, il y a quelques galères de vie qu'ils n'ont pas encore vraiment vécues. Les internes, c'est chouette. En début d'internat, là, c'est vraiment un public qui s'est déjà pris des gardes, des morts, de la fatigue, des relations amoureuses, tout ça. Ils ont une expérience. Alexandre Duguay, il faut qu'on fasse passer un peu la parole. Alors, Amandine Lucas. Ça, c'est spectaculaire. Amandine Lucas, c'est pour finir Barbara Minondo. Amandine, si vous avez un micro, peut-être. On va vous le donner. Alexandre, donnez le micro, s'il vous plaît. Pardon, j'avais une question. Non, il n'y a pas de question. C'était pour faire un petit tour d'approche de fin. Un petit mot de la fin, c'est ça. Ouais. D'accord, vous me prenez un peu au dépourvu du coup. J'étais immergée dans les paroles de mes collègues. Non, peut-être juste sur cette notion de temps et sur la notion du bon moment pour faire les enseignements. Du coup, sur les 2 derniers commentaires,
je suis assez dans cette optique de si on n'a pas de temps, en fait, il faut en prendre. Bien, c'est ce qu'on apprend à nos patients en psychiatrie en addictologie. Vous êtes débordé, du coup, il va falloir réorganiser votre emploi du temps pour avoir du temps, le dégager, vous offrir du temps. Et donc moi, typiquement, par exemple, entre 2 patients, je vais marcher de mon box de consultation à mon bureau qui est au bout du couloir pour absolument ne rien faire. En général, et boire une gorgée d'eau pour me dire que je suis allée faire un truc dans le bureau, mais juste je marche en pleine conscience jusqu'à mon bureau, je reviens. Donc ça m'a pris en général 1 minute. Et en fait, je peux vous assurer que vraiment, vous revenez pas du tout pareil que si vous avez juste enchaîné, que vous êtes allé chercher votre patient à la salle d'attente. Donc en fait, vraiment, parfois 30 secondes, 1 minute, en fait, vous fait gagner énormément de temps sur votre journée. Et par contre, il faut en fait avoir la discipline, entre guillemets, de s'obliger à prendre du temps. Et c'est ça aussi, je pense qu'on peut aussi montrer à nos étudiants. Et puis sur le bon moment, alors c'est vrai qu'on s'interroge en permanence à la faculté de médecine de Montpellier-Nîmes sur les rétroactions sur nos propres enseignements, qu'on essaye d'évaluer d'ailleurs. Est-ce que nos étudiants sont trop jeunes, ils ne sont pas encore assez matures, etc. En même temps, les études montrent qu'en fait, c'est vraiment au moment où je mets le pied à l'hôpital, et ça a été dit ce matin, en fait, je me confronte entre l'idéal de mon métier et la réalité parfois bien cynique, en fait, de l'organisation des soins dans l'hôpital public, qu'en fait, mon empathie s'effondre aussi. Donc, il y a ces facteurs-là. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on s'est dit, on les prend très tôt et on les accompagne. Mais c'est vrai qu'on a nous-mêmes revu certaines notions d'enseignement qui étaient parfois trop complexes, où ils n'avaient pas encore le recul, en fait, pour prendre la distance. Mais je dirais pas parce qu'il leur est pas arrivé encore suffisamment de merde dans leur vie. Peut-être un peu l'inverse, parce qu'en fait, ils sont encore beaucoup trop pas assez soignants et trop population générale. Et justement, il leur est arrivé plein de trucs hyper difficiles, qui sont encore hyper chauds dans leur famille, eux-mêmes, dans leurs parents, et où ils n'ont pas encore du tout la distance des soins parce qu'ils n'ont pas les connaissances. Et donc, c'est aussi hyper important quand on met en place ce type d'enseignement, d'avoir conscience qu'en fait, dans nos étudiants, il y a des patients, en fait, ou alors des gens qui devraient peut-être être des patients et qui n'ont pas eu d'espace, en fait, pour prendre soin d'eux, et qu'en fait, on les récupère aussi de dégâts qu'il y a juste de la vie, en fait, et pas juste de l'accompagnement, de la création soignant-soigné. Et je vais terminer par Barbara Minondo. Je comprends que pour avoir une communication digne de ce nom, pour créer du lien, il y a une forme de distance à avoir. C'est ce que je retiens un peu de la conversation. Alors moi c'est pareil, la distance c'est quelque chose qui m'a interrogée parce que comme le disait le collègue, moi je suis quelqu'un où je le suis de nature, mais je suis très éponge. Moi je suis de cette nature-là à avoir tendance comme ça à tout prendre, être très, très émotionnelle, très empathique. Et ce que j'ai aussi appris avec la communication non violente, c'est que de ce que disait Carl Rogers de l'empathie, c'est vraiment cette capacité en fait à ressentir ce qui peut se passer chez l'autre, le percevoir comme si j'étais l'autre. Et le comme si est très important, c'est que je ne suis pas l'autre. Et ça, pour moi, ça a été une grande différence. Et en fait, moi, ce qui m'a aussi beaucoup aidée, en fait, c'est de faire un travail sur moi, d'aller voir un psychologue, de comprendre comment moi je fonctionne, pour arriver à l'intérieur de moi à faire la différence entre ce qui m'appartient, là ça résonne, en fait c'est mon histoire, je vais le faire avec mon thérapeute, ce qui se joue dans la relation avec l'autre, c'est-à-dire que parfois des patients aussi nous font vivre des choses, c'est-à-dire leur confusion, on sort d'une consultation, on dit ah, c'est bizarre, je suis super confus, oui, parce qu'en fait c'est ce qui s'est joué et dans ce qui nous a amené aussi, donc d'être dans cette capacité-là moi j'ai l'impression que plus je me connais dans comment je fonctionne, où sont mes limites, où sont mes besoins, et plus je peux m'ajuster et comprendre aussi ce qui se passe avec l'autre. Et ce qui me permet maintenant aussi, parce qu'on disait les distances, moi je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'être qu'un médecin très, très fonctionnel ou que empathique. Je pense que ce qui fait qu'on est médecin, c'est le fait d'être les deux, d'être des fois très opératoire et des fois... et en fait, moi, il y a des moments où je suis opératoire, j'ai des certificats à faire, j'ai des prescriptions à faire, je vois le patient pour telle chose et ça va être très opératoire. Et puis il y a des moments, il n'y a pas tout ça, je vais pouvoir me poser, je vais pouvoir prendre le temps. Je peux changer d'espace, je peux être en consultation, c'est formel, et puis à des moments, sortir du service, aller faire une partie de ping-pong, parce qu'en fait, on a le temps, j'ai rien à faire. Et si dans ma tête, c'est clair dans quel espace je suis, là je suis dans le bureau, je suis directive parce que c'est comme ça, là je peux relationner autrement parce qu'on va faire une partie de cartes, et je sais changer d'espace au moment où, voilà, si je suis en partie de cartes et qu'il y a une agitation, je sors de la partie de cartes, je retourne dans mon rôle plus centré médecin avec ma blouse. Donc moi j'ai l'impression que tout ça, ça peut coexister, et plus on est clair à l'intérieur de soi et qu'on sait passer de l'un à l'autre, et qu'on est dans une clarté, en fait, le patient l'entend, en fait, et le comprend aussi. Moi, je peux faire je vais raconter juste une toute petite anecdote. J'ai été dans un service où
J'arrivais, je faisais un remplacement, et la première fois que il y a un temps un peu mort comme ça, il faisait des parties des tournois de belote. Bon, j'adore la belote. Donc je m'inscris et je joue avec les patients. Et donc je me retrouve en équipe avec un patient, on gagne évidemment, et très sympa, donc tout le monde s'appelait par le prénom, etc. Et puis il se trouve qu'après, en fait, ce patient, on n'était plus médecin, c'était mon patient. Donc je retrouve le même, avec qui j'ai gagné la belote, dans le bureau. Et là, on relationne complètement différemment. C'est-à-dire qu'il me demande des permissions, des sorties, il négocie son traitement. Et là, je retourne dans un rôle, non, ça va pas être comme ça. Donc ça monte, il me déteste, de toute façon, je suis un médecin, je suis nul, etc., etc. Bon, ça pèse. Et puis, on repart sur le tournoi de belote. Et là, on retourne dans un espace où on rejoue ensemble. Et il était, avec moi, capable de switcher de l'un à l'autre, où il savait que le moment où je joue la belote, c'est un moment qui est off. Et le moment où on va dans le bureau, je suis le psychiatre et tous les enjeux relationnels sont complètement différents. Et ça, parce que j'ai osé l'expérimenter, parce qu'on pourrait me dire, elle fait n'importe quoi, la psychiatre. Mais en fait, de me rendre compte que le patient, parce que moi je suis Claire, il est capable aussi de voir dans quel espace on est. Voilà, et ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Mais c'est parce qu'à l'intérieur de moi, je sais où je suis. J'ai l'impression. Ouais. On va conclure, si vous voulez bien. Juste un mot, s'il vous plaît. Juste un petit mot pour dire qu'on a beaucoup parlé de communication non violente, et c'est en effet très important. On pourrait aussi parler de communication non verbale, qui ne s'apprend pas, mais qui se cultive. Il faut en tout cas avoir conscience de ce qu'en tant qu'individu, on dégage en non verbal. C'est aussi la façon dont est organisée la pièce, avec le médecin classiquement derrière son écran et quelquefois moins en contact. Mais ça, vous en avez conscience, mais c'est toujours intéressant de le rappeler. Cette communication non verbale, elle est hyper importante et qui s'adapte à la personne. Je pourrais juste finir par une anecdote qui date d'il y a un peu plus de 30 ans, quand j'étais sur mon lit d'hôpital avant ma greffe de moelle osseuse, et que mon médecin, pour m'expliquer la greffe de moelle osseuse, s'est assis sur mon lit, m'a tenu la main, m'a regardé dans les yeux, il m'a parlé comme ça, et pas à 1 mètre du lit, et pas à la porte, et ça fait plus de 30 ans et je m'en souviens encore, mais vraiment comme si c'était un moment assez fondateur de tout ce qui a été le lien avec ce médecin greffeur qui est mort maintenant, parce que c'était il y a 30 ans, et Jean-Pierre Jouet, pour le citer pour ceux qui ont déjà entendu parler, qui était dans cette humanité. Je pense que lui, c'était son caractère, mais il l'a cultivé. Et je pense que chacun, on a ses limites aussi dans le non-verbal, chacun, vous en tant que médecin aussi, mais ça se cultive, ça s'entretient pour être dans cette relation vraie, sincère en fait. C'est peut-être un mot qu'on n'a pas encore dit et qui peut être intéressant pour finir, c'est cette sincérité de ce que vous êtes, parce que vous mettez ce que vous êtes dans votre relation avec le médecin. Il ne faut pas se mettre des barrières, on en a parlé un peu tout à l'heure de carapace, parce que finalement la carapace, au bout d'un moment elle se casse et c'est la catastrophe. Il faut trouver cette sincérité et elle se trouve dans la communication non verbale, dans la communication non violente, dans ce que vous êtes, dans la relation que vous pouvez créer avec ce patient et qui engagera toute la suite de la relation de soins. Alors, docteur Jousse, peut-être, oui. Oui, évidemment, oui, pour conclure. Ouais. Juste le mot de la fin, moi, je voudrais témoigner à quel point de donner de l'empathie on en reçoit. Oui. Et ça m'a prévenu du burn-out, ça m'a prévenu de l'épuisement, je pense. Et ça a redonné du sens à ce que je fais. Je pense que c'est pas étranger non plus au fait que je fasse des soins palliatifs maintenant. Vraiment, donner de l'empathie, on en reçoit. Merci pour ce message, en tout cas. Et docteur, pour conclure. Il y a deux choses. On a beaucoup parlé de temps, mais on n'a pas parlé de la qualité du temps. C'est pas le temps, les heures, les minutes, c'est la présence. On peut passer 10 minutes avec un patient et lui laisser beaucoup plus d'affect et de marque et de considération que passer une demi-heure sans l'avoir regardé. Je pense que c'est surtout cette qualité qu'on lui donne. Après, on a parlé de la réaction, parce qu'on n'est pas le patient qu'on a mal pris, pas senti, pas pareil. Non, en fait, je pense que les méthodes, elles sont là pour ça. C'est la différence entre l'empathie et la sympathie. Il faut apprendre à être empathique avec un patient qui nous est non sympathique. Et ça, je pense que l'apprentissage, il est là. Et une fois qu'on a réussi à être empathique avec un patient qui, à prime abord, nous a énervés, nous plaît pas, nous casse les pieds, je crois qu'on a gagné notre bataille. Avec tous nos patients, on sera bien dans le juste et dans la sincérité. Et l'autre chose, parfois, il faut savoir changer de rôle. Et changer de rôle, c'est changer de siège. C'est lui laisser notre place et nous asseoir à la sienne. Et l'écouter dans ce changement de position. Et je peux vous garantir que de changer de position, déjà ça change notre regard, mais surtout ça change le regard de notre patient. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'impression qu'on est là en dogmatique, à lui imposer quelque chose.
on est vraiment dans une relation. Et l'autre chose que je voulais dire ce matin en introduction, que je n'ai pas dit, et qui m'était important, j'aimerais que nos étudiants aient à nouveau confiance dans la main posée sur l'épaule de leurs patients, dans la main qu'on prend pour raconter quelque chose, sans se dire je vais finir en disciplinaire. Et je crois que ça, c'est la dernière chose que j'ai à dire. Reprenez la main de vos patients, regardez-les, remettez une main sur l'épaule, et vous allez vous rendre compte de tout le bien que ça vous apportera. Merci. On va confier au professeur Uzan le soin d'apporter l'éclairage des observateurs. Alors, j'avais à faire une petite synthèse. D'abord, je lève un petit conflit d'intérêts. Alexandre Duguay a été vice-doyen d'un doyen qui lui a refusé ses 300 heures. C'était moi. Mais on a été ensemble pendant 10 ans quand même. C'est pas évident quand on nous regarde tous les deux de penser qu'on a travaillé en parfaite symbiose pendant 10 ans, et c'était pourtant le cas. Parce que je croyais qu'il y avait la formation initiale et la formation continue. Et certains l'ont dit, je crois que la formation à la communication, il y a certes une partie regroupée, nécessitant des heures, des enseignants, un espace protégé, mais il y a la formation continue où on a appris ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Alors en vous entendant, j'ai compris qu'il y avait plusieurs formes de communication, l'annonce, accueillir la colère, gérer une relation, et ça c'est absolument exact. J'ai appris qu'on pouvait se planter, le pacto, mais qu'on pouvait quand même revenir et essayer de réparer les choses, et ça, il faut enseigner à nos étudiants. C'est pas parce qu'on s'est planté que ça veut pas dire qu'il faut aller dire « je me suis planté » et on va le faire. Moi, ça m'est arrivé, et c'est vrai que c'est important. Vous avez cité l'exemple de ce grand médecin, et vous avez bien fait de le citer, qui vous avait tenu la main. Moi, j'ai été opéré à 2 reprises d'un calcul rénal. La première fois, le chirurgien, qui était une personne que j'avais nommée professeur d'urologie, qui est venu debout au lit et allait me donner le résultat de l'intervention. J'ai su qu'il avait parfaitement enlevé le calcul. La deuxième fois, il est venu s'asseoir à côté de moi. J'ai su immédiatement qu'il l'avait raté, et c'était d'ailleurs exactement le cas. Donc, ça, c'est l'expérience. Faut faire attention à la contextualisation. Les malades ne sont pas si ignorants que ça de nos petites habitudes. Alors, est-ce qu'on peut améliorer ? Oui, il faut horizontaliser. Là, j'ai entendu un mot qui est important. Les patients n'attendent pas toujours le même type de communication. Je crois que le contexte, il peut être médical, chirurgical, chronique, aigu. Dans une situation aiguë, on attend des phrases type sujet, verbe, complément, pas forcément une sorte d'exégèse d'une situation beaucoup plus longue. J'ai appris aussi qu'il fallait donner des nouveaux espaces de rencontres. Ça, c'est très important. Et ça, je voudrais en profiter pour remercier Catherine, une fois de plus, qui nous avait fait créer à Sorbonne Université les cafés du rétablissement pour les patients qui, après avoir été traités d'un cancer, avaient besoin de rencontrer des médecins, d'autres patients. Et donc, c'était une autre... Alors, on n'a pas joué à la belote. Moi, je ne sais toujours pas jouer à la belote. Mais on s'est rencontrés dans d'autres conditions. Et ça paraît important. J'ai vu qu'il fallait bien distinguer pensée et émotion, et qu'il y a plusieurs outils dont on doit donner les clés à nos étudiants, et ensuite ils choisiront celles qu'ils ont envie d'utiliser. Mais je pense quand même qu'à la fin, confiance et conscience sont quand même les 2 mots-clés, et si entre les 2 on place respect, on a gagné à tous les coups. Merci, professeur. Merci à nos invités, je pense qu'on peut les applaudir de nouveau. Merci beaucoup.